je vous propose, alors là il y a la caisse des effrontés par rapport à ce qu'on vend, mais il y a aussi ce café qui est génial, le lieu-dit, qui à chaque fois nous prête gratuitement, enfin nous c'est la première fois qu'on fait quelque chose ici, mais pour le mouvement engagé prête, voilà. Et donc ce que je vous propose c'est ou bien après de consommer, ou bien de donner juste leur, enfin plutôt que de vous faire passer un chapeau, c'est un peu compliqué, si vous pouvez juste leur filer rien qu'un pourboire ou quoi que ce soit, parce que franchement ils remplissent un rôle super sympa. Merci beaucoup. Une fois, j'ai donné une interview à l'AFP où ils ont, d'ailleurs j'ai demandé à ce que la phrase soit changée, ils ont dit que les femelles se combattaient un féminisme académique. C'est faux, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que justement j'appartenais au féminisme, que j'étais la force armée, le coup de poing, le focus, et que je travaillais avec les féministes, je travaillais avec les effrontés, je travaillais avec Osez le féminisme, j'étais très active auprès du comité de soutien de Jacqueline Sauvage. Ben voilà, on est vraiment là, on est là, le bras armé, on est celle qui amène des focus, mais on est présente et on est tout ensemble, voilà. Et ça c'est insupportable de dire aussi de diviser les différents mouvements pour justement nous mettre à mal et nous rendre beaucoup plus... Voilà, ils nous montent les unes contre les autres. Et moi là, je le dis vraiment, parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes engagées. Voilà, on est ensemble, on est tout ensemble. Voilà, on est ensemble. Non mais je trouve ça c'est tout à fait vrai. Et je pense que c'est encore souvent le jeu des hommes de monter les femmes les unes contre les autres en les rendant jalouses. Et autant sexuellement que intellectuellement. Et c'est vrai que les femmes, c'est une branche du féminisme. Il y a différentes sensibilités de féminisme. Comme il y a différentes sensibilités, on ne s'exprime pas tous de la même manière. Et c'est intéressant parce que les femmes, on les voit. Et je trouve ça intéressant, tout à fait. Et en plus, ça correspond à notre époque, à l'esprit de la performance. C'est tout à fait dans... Voilà, donc c'est pas la peine de monter les femmes contre des féministes qui vont être plus théoriciennes, qui vont être plus dans l'écrit. C'est complémentaire. Tout à fait. C'est permis de dire que dans tous les contes pour enfants, chaque fois l'héroïne, entre guillemets, les premières personnes dont on doit se méfier, c'est les femmes. Hein. Cendrillon, elle est martyrisée par ses belles-sœurs et sa belle-mère. La Reine des Neiges. La Blanche-Neige, c'est ça. Ça change. Non, la Reine des Neiges, ça apprend très petite qu'on doit vraiment se méfier des gonzesses. Et je me pose souvent la question aussi de ce que je peux transmettre sur les femmes, justement, dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge. J'ai notamment travaillé sur la Grèce et sur Athènes, et on voit que, justement, ce qu'on peut transmettre, c'est la domination des hommes sur les femmes, et non pas leur émancipation. Et du coup, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, puisque c'est quelque chose, même pour les professeurs, même quand on a la volonté de le faire, qui est assez difficile, parce qu'on peut manquer de données, on peut manquer de connaissances ou de processus de vulgarisation, mais je pense que justement le fait de refaire l'histoire, c'est très important, pas seulement de continuer à la faire, mais de la refaire pour que les générations d'aujourd'hui puissent être sensibilisées et que notamment les petites filles n'intériorisent pas, et les petits garçons aussi, que l'histoire n'est faite que par des hommes ou qu'avec les hommes, puisque c'est ce qu'on enseigne en fait aujourd'hui, que ce soit dans les programmes qui de toute façon vont mettre en avant des figures uniquement masculines, ou même le fait que dans les études d'histoire on parle très peu des femmes, donc en fait on a des étudiants d'histoire qui vont passer le CAPES, qui vont devenir profs sans avoir quasiment jamais entendu parler de femmes, ou alors très peu, et seulement les grandes figures. Et moi je me pose aussi la question sur la manière de refaire l'histoire scolaire, que ce soit plus seulement une histoire des grandes figures, puisque les grandes figures malgré tout qu'on présente et qui sont très présentes par exemple au niveau politique, c'est les hommes, alors que les femmes vont être très présentes en tant que groupe. On le voit justement notamment pour la Révolution française, mais ça peut arriver aussi à d'autres périodes. Mais je suis d'accord avec ma collègue, on a plein de profs qui, je pense c'est malgré eux, restent quand même assez traditionnels, je vais dire ça comme ça, et donc pas forcément féministes et passent pas forcément le message. Et en termes d'éducation d'enfants, ce qui manque cruellement, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, d'une expérience d'une maman américaine, je crois, qui a enlevé dans les bibliothèques de sa fille tous les livres. Alors d'abord, où c'est la princesse qui ne fait rien à part attendre que le prince vienne le délivrer, puis où la princesse est juste là parce qu'elle attise une rivalité entre deux chevaliers. Enfin voilà, elle a enlevé, et il devait rester sur une bibliothèque d'une centaine de livres. Allez, une vingtaine, je crois. J'ai pas compté, c'est sur l'image. Voilà. Et en fait, il est sorti un livre qui n'est qu'en anglais pour l'instant, mais peut-être on va croiser les doigts et peut-être qu'on peut essayer de l'avoir en français, qui s'appelle, alors j'ai pas un accent anglais super, mais 100 Stories for Rebel Girls.
Donc sans histoire pour les petites filles rebelles, et c'est que des histoires sur des femmes qui ont marqué l'histoire, qui ont fait avancer la société, et c'est une histoire par nuit. Et peut-être qu'on manque un peu de ça dans nos littératures jeunesse, et voilà, nous on a la chance dans notre collège d'avoir une documentaliste très féministe et très engagée, donc qui nous met plein de livres en avant, mais elle en trouve très peu. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui écrivent, mais alors allez-y, il y a un créneau à prendre. Il y a une maison d'édition qui s'appelle Talent. Talent. Je ne connaissais pas, je vais noter alors. S'il y avait possibilité de créer un parti des femmes, par exemple. Pourquoi? Moi, j'ai été 2 ans dans un parti politique et je me suis confrontée que, en fait, dans le parti, on avait exactement la même problématique que dans la société. C'est une question qui indifférait. Du coup, on n'en faisait jamais une thématique majeure, alors que ça concerne quand même la condition et la mise en mouvement de la moitié de la société, et avec exactement les mêmes choses qu'on vous faisait pour vous serrer le kiki, c'est-à-dire les blagues sexistes quand Fatima entre dans la salle parce qu'on sait qu'elle est féministe et que ça va l'énerver. Enfin voilà, arrêtez pas de me diminuer pour que j'ose pas dans la 2e, la 3e réunion dire tiens, et si on parlait de féminisme, parce que je savais qu'il y aurait des petits rires et des machins. Donc cette impossibilité à devenir majoritaire dans le parti déjà décourage, fait déprimer, m'a poussé à démissionner, etc. Donc c'est pas si simple de vouloir parler de la problématique des femmes avec des hommes. Mais ça, vous l'avez démontré aisément avec tout ce que vous venez de dire. Je pense aussi à un autre fait. Moi, je ne parlerai pas de la dernière question sur le fait de dire est-ce qu'il faut un parti des femmes. Ça demande discussion peut-être. Moi, ce que je voudrais dire, c'est est-ce qu'il ne faut pas remonter plus loin dans le temps pour expliquer la situation féminine dans notre société actuelle qui est déliquescente. Quand on voit les débats actuellement, c'est terrible. Où est-on? Que fait-on? Qu'est-ce qui se passe? C'est que, effectivement, visibiliser le féminisme et son histoire et sa longévité et son apport, c'est d'une part très important. Et en même temps, moi qui me considère tout à fait féministe et partisane des groupes de femmes, de la non-mixité quand elle peut être utile, etc., je me pose la question de pourquoi, comme vous dites, cette ritournelle, pourquoi cet éternel recommencement, et pourquoi, voilà, même au sein des partis politiques aujourd'hui, mais aussi au sein de groupes militants qui éventuellement se disent progressistes, féministes, pro-émancipation, etc., on retrouve des dynamiques de domination et un questionnement par rapport aux concepts les plus basiques du féminisme, tels que le regroupement entre femmes, la non-mixité, etc. Pourquoi cet éternel recommencement? Est-ce que c'est pas aussi parce que quelque part, le féminisme, les femmes sont maintenues dans cette éternelle minorité? On est une minorité, alors qu'on est une majorité de la population. Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut réussir à rompre cette dynamique dans laquelle peut-être que les féministes aussi, on s'enferme. Je ne sais pas si c'est une question d'auto-référentialisme. Qu'est-ce qui fait qu'il faut toujours recommencer, toujours réexpliquer, toujours reconvaincre une génération après l'autre que, mon Dieu, pourquoi est-ce que ça ne change pas? Et c'est vraiment, disons, en tant que philosophe, la seule proposition philosophique que j'essaye de mener depuis le début de mes travaux, c'est l'historicité. Si on continue à être en dehors de l'histoire, mais pas, même si elle est écrite dans les livres, hein, même si on a enfin mis suffrage universel masculin, ça ne changera rien. Ce qu'il faut, c'est pas se considérer comme une minorité, vouloir sortir de la minorité pour une majorité, ça c'est pas assez historicisable. Il faut fabriquer une représentation de l'appartenance à l'histoire. Par exemple, quand je parlais des rencontres qui étaient sur Place de la République à Nuit debout, quand je dis, j'entendais exactement les mêmes prises de parole que celles auxquelles je m'adonnais il y a 40 ans. Et Marie-Jo Bonnet, on était ensemble toutes les deux ce jour-là, et on en parlait en sortant de cette rencontre. Eh bien, ça, c'est pas normal. Il faut qu'il puisse y avoir une historicité. Le groupe d'à côté, les écolos, ils savaient, eux, s'adosser à quelque chose qui avait déjà eu lieu. Et si on s'adosse à quelque chose qui a déjà eu lieu, on produit de l'histoire, on est dans l'histoire, on fabrique de l'histoire. Si on maintient les sexes dans des représentations comme celle dont vous parliez à l'instant, excusez-moi, mais minorités, etc., on est hors de l'histoire. Il faut se mettre, nous les femmes, de plein pied dans l'histoire. C'est du boulot.
c'est pas juste comme ça une décision qu'on prend, c'est pas vrai. Il faut voir tous les endroits où on fait sauter le verrou, et à nouveau, par exemple, prenons l'affaire Fillon, on va la raconter comme une histoire de privé-public, c'est pas du tout une affaire de privé-public. Moi j'ai repris, je trouve que j'ai fait un petit texte pour Libé, j'ai repris la question de l'influence des femmes qui est théorisée sous l'Ancien Régime, théorisée sous la République, pour voir à quoi ça sert, et à ce moment-là, c'est pas du tout une question privé-public, c'est une question de comment ça se passe, comment les deux sexes construisent le politique ensemble. On dédommage les femmes, dit le médecin philosophe, on dédommage les femmes par l'influence. Donc là, on commence à rentrer dans l'histoire comme ça. On n'est pas en dehors du temps. Donc c'est le en dehors du temps qui fait effacer l'histoire des femmes et qui fait que ça recommence. Sur la question du président, il y a un bouquin qui vient de sortir, qui va sortir ou qui vient de sortir, que je vous conseille, qui s'appelle Le genre présidentiel, et qui est vraiment super bien, et qui montre comment... le problème, c'est que j'ai une mémoire énorme, sauf sur les noms de famille. Mais je ne sais pas pourquoi je suis incapable de me rappeler des noms de famille. Donc j'ai un trou. Voilà. Mais c'est très facile. Le genre présidentiel, et il y a un site qui vient de se créer qui s'appelle Silomag, il y a une interview de l'auteur sur le genre présidentiel. Mais c'est super bien, vraiment, je vous conseille, et ça montre comment, notamment dans le cas français, enfin surtout sur le cas français, mais il y a des trucs, c'est assez propre à la France dans certains cas, hein, le président c'est un homme dans l'esprit. Sur la question de pourquoi ça revient, mais parce que c'est toujours les mêmes mécaniques de domination, donc de toute façon, voilà, il n'y a pas de raison. De temps en temps, elles trouvent une nouvelle petite stratégie, mais elles reviennent, et c'est pour ça qu'il faut faire de l'histoire, mais ça c'est vrai aussi de tout ce qu'on appelle l'histoire populaire, et là je reprends mon zine chéri parce que j'adore Howard Zinn, mais qui dit que le seul moyen d'armer les gens, c'est de faire cette histoire, ce que par exemple a repris Michel Canet-Fournel, l'histoire des luttes et des rêves, parce que même si une lutte connaît un échec, de toute façon ça montre qu'en face il y a de la fragilité, ça montre qu'on peut les faire tomber, ça montre qu'à des moments on peut gagner, et il faut faire cette histoire en permanence, la transmettre, c'est ça qu'il faut mener. Et c'est vrai que c'était très net. Moi, je me souviens, j'étais pas ce jour-là avec vous à Nuit debout, mais quand je voyais que les gens étaient là, ils disaient « Ah, mais je vais faire des réunions non mixtes. » Mais écoute, mon gars, on faisait dans les années 70. Putain, mais réfléchis un peu, ça fait des années que ça existe, ce truc. Et même les journalistes, j'ai l'impression qu'ils découvraient. On leur disait « Mais j'en ai eu au téléphone. » Je me dis « Mais enfin, c'était hyper cool, les réunions non mixtes. Mais vous sortez d'où ?» Et il faut ça a été oublié, genre elles avaient une idée affreuse, elles voulaient être ensemble. Bah oui, ça fait longtemps, mon mot. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté... Et vous en êtes pas mort. Voilà, et non seulement ils s'en sont pas morts, mais ils s'en sont grave relevés. Donc, le texte Delphi partout. Mais oui, non, mais c'est vrai, et c'est pour ça, voilà, là, je trouve que la lutte à mener, moi c'est ce que je fais, c'est qu'il faut raconter, il faut continuer. Au bout d'un moment, ça va rentrer dans le crâne, et puis surtout, ça montre que c'est faisable. Même si, c'est pour ça, souvent quand je fais une histoire des révolutions, les gens ils disent, ouais, mais après ils ont perdu. Ouais, d'accord, ils ont perdu, mais à un moment, ils ont gagné. Merci bien. En plus, je suis aussi historienne, et j'ai fait ma thèse, j'ai soutenu ma thèse devant Michel Perrault, donc j'ai vraiment bossé dans l'histoire en tant que féministe. Et là, il y a plusieurs choses que je trouve vraiment intéressantes. C'est cette historicité dont vous parlez, Geneviève. Je pense que, bien sûr, si on continue de travailler sur l'histoire des femmes, il faut absolument continuer. Cette place, elle est immense, et apprendre à continuer. Je suis aussi totalement d'accord sur cette idée d'avoir à l'intérieur des librairies, des bibliothèques, un plan féministe, parce que je pense que c'est comme ça qu'on se rend compte de la grandeur du féminisme, sinon on ne se rend absolument pas compte. Mais alors, en historicité, le problème, c'est que c'est surtout comment on fait passer les choses. Vous avez parlé de cette répétition, ce sentiment de répétition, qu'elle disait des choses qu'on aurait pu dire, on est à peu près de la même génération, donc on aurait pu dire dans les années 70, plutôt 75, les jeunes, mais en fait, moi je pense qu'on a tout ce travail à faire à l'intérieur du mouvement des femmes de transmission et de cette sorte d'éducation, qui est une éducation politique féministe. Et c'est pour ça que répétition, dans ce cas-là, bien sûr qu'il y a la répétition, parce qu'on n'a pas assez d'endroits où on peut faire cette éducation politique féministe. Et c'est là que cette idée de parti des femmes est peut-être à fouiller, mais en tous les cas, personnellement, quand j'ai commencé à faire cette formation dont tu parles, l'idée était vraiment de reprendre l'éducation politique féministe pour les jeunes femmes et d'essayer de faire que des femmes de notre âge puissent transmettre. Parce qu'on est, nous, en effet, déjà un peu dans l'histoire.
Et il y a une chose très simple, donc là il y a l'histoire, l'idée éventuellement de faire un parti, pourquoi pas. Après moi je dis qu'on a une force incroyable finalement, puisque il y a probablement 80%, je dis à la louche, des femmes qui sont dans le domaine de l'enseignement, et notamment au niveau institutrice. Donc en fait là on a une arme incroyable, parce qu'on a potentiellement des femmes qui sont positionnées déjà en fait avec les enfants et qui pourraient parler féminisme et parler, enfin, en tout cas enseigner ça déjà à la jeunesse, sans que ça soit forcément dans les demandes en fait de l'éducation nationale. On a un pouvoir qui est là, qui est énorme en fait, et qu'on n'exploite pas. Ce que je vous propose pour les prochaines interventions, s'il y en a, c'est peut-être d'essayer de préfigurer quel devrait être le prochain cas féministe, c'est-à-dire toujours avec cette idée comment construire ou raconter ou prendre conscience ou faire connaître l'histoire des femmes avec un grand F. Et donc voilà ce qui pourrait, par exemple, le fruit de cette discussion pourrait être la thématique du prochain cas féministe. Donc voilà, c'est une idée. Et je n'ai plus d'inscrits. Ah bah. Alors. Il y a cette madame aussi. Si quelqu'un n'a pas parlé, je préfère pas dire. Non, mais c'est tout. Il y a une petite brochure qui coûte 2 €, 160 pages, je crois, sur les fondamentaux de Simone de Beauvoir. Comme je me dis que cette génération n'aura pas le temps de lire les 2 tomes de Simone de Beauvoir. Pourquoi? Ils sont tellement arrivés à Internet et à tout ce que le temps va leur manquer, que je trouvais chouette, au moment du 1er janvier, au lieu d'acheter une carte postale, de donner ça à tout le monde. Du coup, j'en ai acheté une dizaine et je distribue comme ça. Et alors, un des moyens pour essayer d'attirer et d'aller plus loin sur le féminisme. Et d'ailleurs, je dois dire, Geneviève Fraisse, qu'à un moment, vous avez parlé à la fois d'auteurs et de femmes, et vous avez dit auteur pour parler d'une femme, et du coup, je ne savais plus si vous parliez de l'homme ou de la femme. Et c'est vrai que autrice, ça fait tellement bien. Merci. Comme je fais des progrès. Et ça pourrait être un sujet. Nous, on avait, à l'Culture, on avait invité Eliane Viellou, et c'est une formidable oratrice. Donc si jamais vous voulez l'inviter à l'occasion pour parler de cette question-là, elle a fait un livre dernièrement sur... voilà. Alors ce livre est passionnant, c'est non le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Vraiment, j'encourage tout le monde chaleureusement. Un livre essentiel, tout à fait. Il est très documenté, c'est une historienne qui l'écrit, donc il est passionnant. Et dernièrement, elle a écrit un livre sur la façon dont l'académie tient absolument à ce que le langage reste masculin. Oui. Et c'est très intéressant de voir que par contre, vous pouvez prendre une phare avec un F, mais alors écrire autrice, ça c'est insupportable à l'académie. Donc voilà, c'était juste un petit... Il est écrit aussi auteur avec un E, hein. Oui, mais la femme reste invisible. Auteur avec un E, la femme reste invisible. Dans le sens où moi c'était vraiment très brièvement peut-être pour un possible cas féministe, je pense qu'il serait intéressant évidemment de discuter avec les militantes qui ont déjà éventuellement quelques décennies de recul, de raconter tout ça pour nous transmettre aussi cette histoire qui se continue jusqu'au présent. Mais aussi peut-être d'essayer de revenir sur une histoire beaucoup plus longue, comme tu dis, et sur la place des femmes dans cette histoire, et de revisibiliser peut-être les collectifs des femmes, parce que s'il n'y a pas forcément beaucoup de grandes figures connues jusqu'à aujourd'hui, mais de montrer que la place des femmes, surtout, n'a pas été toujours celle qu'elle occupe aujourd'hui, et en particulier cette invisibilisation et cette inscription dans la sphère privée. Alors je pense que beaucoup de femmes ont intériorisé que c'est comme ça. Que c'est comme ça, que c'est quelque chose qui est hérité depuis toujours, que la femme c'est la sphère domestique, c'est les enfants, etc. Alors, je pense qu'il y a des travaux d'historiennes récents, je pense au bouquin Calibor et la sorcière, j'arrive plus à retrouver le nom de l'auteur. Federici, voilà, Silvia Federici. Qui est très intéressant parce qu'il montre justement comment la transition entre le Moyen-Âge et l'ère moderne, précapitaliste, etc., conduit les femmes qui avaient des savoirs, qui avaient un rôle social, économique, les conduit justement dans la sphère privée. Donc tu vois, finalement c'est quelque chose qui est relativement récent et qui est aussi précisément très lié au capitalisme. Moi ce que je trouverais encore plus intéressant, c'est qu'il n'y ait pas que ces personnes-là présentes en fait à la table. Parce que pour l'aspect intergénérationnel de la lutte, la convergence des luttes, étant donné qu'il y a des clivages, il faut pouvoir être en dialogue.
les nouvelles féministes plus jeunes pensent ne pas être écoutées par un ancien féminisme. Peut-être que des fois, de rétablir le dialogue, ça peut nous permettre d'agir ensemble. Donc moi voilà, je serais plus pour, on va dire, des partisanes de l'intersectionnalité, et d'autres qui sont là-dedans, mais qui n'est pas juste un type de mouvement, mais s'il y en a plein, mais voilà. On consommera de la MDMA avant, mais... Donc on a déjà 3 thèmes. Ce que je vous propose, c'est d'envoyer un mail où vous votiez sur le thème du prochain Café féministe. C'est juste une question de temporalité, parce qu'on pense bien en faire un par mois. Mais comme ça, on voit le thème qui... Donc c'est la question du sexisme dans le langage, les luttes des années 70 par ramener des femmes qui se sont investies dans les décennies précédentes, voilà. Et la question de l'intersectionnalité, comment réconcilier le peuple des femmes sur les questions qui fâchent. Voilà. On a encore 5 à 10 minutes. Comme les effrontés est une asso sans le sou, je vous propose, pour celles que ça intéresse, nos 3 petits journaux. Donc en parlant aux questions qui fâchent, prostitution, loi votée et maintenant, intersectionnalité et violence faites aux femmes, c'est plus consensuel, normalement on est tous contre. Voilà. Mais aussi, je continue sur la câblotte, pour faire la propagande féministe tous les jours dans l'espace public, le sac. Le sac Madame Féministe. Voilà, le sac Madame Féministe à 5 €. Et le bouquin dans l'argent part dans la Gazette des effrontés, Féminisme, la révolution inachevée. Je pense que c'est complètement dans le thème. Voilà. Merci beaucoup.